bienvenue à tous, bienvenue sur cette session. On va aborder un sujet qui fait partie du déploiement d'une application chez vos clients, puisque il y a la partie des développements de l'application, puis ce qui va vous intéresser surtout, c'est qu'une fois que l'application est pour Teams est déployée dans le store public, en fait, il va pouvoir la plupart du temps accompagner vos clients en entreprise pour leur permettre de le déployer au sein de leurs utilisateurs. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un certain nombre de bonnes pratiques et d'expériences que l'on a par rapport à ça. Et donc, comment vous aider à retirer les bloqueurs, en tout cas les objections que vous pouvez avoir de clients sur ces thématiques-là, et puis pouvoir les désamorcer et les traiter en temps réel de manière tout à fait autonome. Donc, on va traiter ces points-là. Donc, ce qu'on va apprendre aujourd'hui en particulier, c'est de répondre aux objections. Vous avez une solution qui se trouve dans le Store Teams, vous voulez la mettre en avant, vous l'avez pitchée, et en fait, votre client est prêt à pouvoir l'utiliser. Souvent, les équipes métiers sont plutôt favorables et preneuses et volontaires pour déployer la solution. Et en fait, l'idée, c'est d'accompagner l'aspect technique, c'est-à-dire comment cette application peut arriver concrètement dans les mains des utilisateurs au sein de l'entreprise. Et donc là-dessus, il y a sûrement des discussions avec les équipes IT à avoir, et c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, quelle est la problématique qu'on essaye d'adresser? La problématique, c'est la suivante, c'est qu'en fait, si vous avez regardé un petit peu comment se présentait l'application dans Teams, vous allez avoir un catalogue, donc ce qu'on appelle un store. Le store va référencer l'ensemble des applications auxquelles une entreprise peut accéder. Dans ce store, il y a une partie application publique et une partie application spécifique à l'entreprise. Les applications que vous êtes en train de développer et que vous avez publiées sur le store vont se retrouver dans la section des applications publiques. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les third-party applications dans la terminologie qu'on utilise. Donc, ce qu'on peut tous imaginer, c'est que quand on va dans le store, que le client et donc les entreprises et n'importe quel utilisateur des entreprises vont pouvoir accéder à n'importe quelle application publiée sur le store. Et en fait, la réalité, c'est qu'on n'est pas nécessairement dans cette configuration-là. Et chez pas mal de clients, en fait, on va se retrouver dans des expériences qui sont beaucoup plus contrôlées et verrouillées. D'accord ? Donc là, typiquement, on va avoir de manière assez fréquente, c'est pas inhabituel, d'avoir typiquement uniquement les applications first party, donc celles fournies par Microsoft, qui soient autorisées. Et parfois même, c'est pas le cas, c'est-à-dire que même si les applications Microsoft en fait vont être autorisées, on va avoir ce petit signe de cadenas qui veut dire que l'application en fait existe, donc elle est mise à disposition du catalogue, mais elle n'est pas utilisable. D'accord ? Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous expliquer comment rendre votre application publiée dans le store accessible pour un client donné dans une organisation donnée. D'accord ? C'est ça la problématique qu'on traite aujourd'hui. Donc comment débloquer cette situation ? Alors, la première chose, ça va être en effet d'autoriser les applications que l'on appelle third party, c'est-à-dire toutes les applications qui ne sont pas développées directement par Microsoft. Et donc, first et second party, c'est toutes les applications développées par Microsoft de manière générale. Les third party, c'est tout l'écosystème qui vient se greffer sur la partie Teams. D'accord ? Donc, la première chose, pour débloquer les applications third party, on a dans le portail Teams tout un système de paramétrage qui s'effectue au niveau de l'organisation elle-même. Donc, il y a une notion d'organisation chez Microsoft que l'on appelle le tenante, donc qui est finalement l'ensemble des utilisateurs de l'organisation qui vont avoir une identité et un accès à la plateforme Office 365 et qui vont, de ce fait, pouvoir accéder à Teams et consommer des applications au sein de Microsoft Teams. Il y a un paramètre général qui existe, qui permet, comme vous le voyez là, d'autoriser les applications third party. Et en fait, ce paramétrage-là, il s'applique de manière générale. C'est-à-dire que on peut essayer n'importe quoi. Si par défaut, les applications third party ne sont pas autorisées, en fait, personne ne pourra les utiliser et aucune application third party ne pourra être utilisée. D'accord ? Donc la première chose qu'on va regarder, c'est de s'assurer que cette option-là est cochée. Sinon, vous allez voir le client, vous allez dire « Ah bah je comprends pas, vous allez chercher mon application dans le store, il suffit de cliquer là, là, là. » Le client va aller voir parce qu'ils vont regarder de leur côté, ils vont rien voir, ils vont pas comprendre. Donc la première chose à faire, c'est bien de s'assurer que ce paramétrage a été activé. Le deuxième paramétrage qui s'applique de manière générale et qu'il faut regarder, c'est celui qui est juste en dessous,
qui est finalement autoriser les applications third party qui viennent de publier une application de pouvoir être ajoutées automatiquement. D'accord ? Alors ça, c'est un autre élément, c'est que finalement, et ça va plutôt à l'encontre d'une règle de bonne pratique que l'on enseigne nous-mêmes chez Microsoft à nos clients, c'est finalement dans un processus de gouvernance des applications, on va recommander à nos clients de toujours évaluer d'un point de vue sécurité, compliance, data residency, etc., licence, le fait qu'une application qui est offerte à travers Teams a été validée par l'organisation. D'accord ? Et donc que l'entreprise mette en place un processus d'évaluation de ces applications avant de les mettre à disposition des employés. D'accord ? Et donc, ce qu'on va recommander finalement, c'est d'autoriser les applications third party. Il n'y a pas de raison qu'on ne les autorise pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt favoriser puisque ça met en avant l'écosystème autour de Teams et ça va développer les usages autour de Teams. Donc ça, fondamentalement, on le met en yes. Par contre, le fait d'automatiquement ajouter une nouvelle application qui serait publiée dans le catalogue, ça, on va plutôt dire un non, parce que l'effet d'autoriser automatiquement et mécaniquement tout ce qui va être publié va faire qu'on va se retrouver avec des choses qui ne sont pas maîtrisées et donc on rentre dans une problématique de shadow IT que les entreprises veulent éviter. D'accord ? Donc, si votre application vient d'être récemment publiée, il faut non seulement vérifier que les applications third party soient autorisées, mais que aussi elle ait été validée, puisque par défaut, si elle a été publiée récemment, il est possible qu'elle tombe dans ce cas d'usage qui soit, en fait, elle n'a pas encore été validée, donc elle n'est pas encore autorisée. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point, ce sont les paramétrages globaux. Il y a deux choses à vérifier. Ensuite, pour vérifier spécifiquement si votre application est autorisée, donc là, on était dans les paramétrages globaux, donc vous les voyez ici, là, c'est org-wide setting, donc ça, c'est une capture du portail Teams Admin Center. La gestion des applications se fait à travers ce lien-là qui est gérer les applications. Et ce qu'on vient d'aller voir, ce sont la gestion des paramétrages au niveau du tenant, au niveau de l'organisation. Et donc, ces paramétrages s'appliquent à toutes les applications, peu importe l'application. Une fois qu'on a autorisé les third party, vous allez pouvoir vérifier spécifiquement quel est le statut d'autorisation de votre application. D'accord ? Donc là, on en a un certain nombre. Donc on a Adobe, Template, Tenfor, peu importe. Et en fait, vous voyez qu'il y a un statut qui est indiqué à ce niveau-là. Blocked or wide veut dire qu'en effet, le paramétrage global est toujours appliqué. Et donc vous allez devoir le débloquer. Et après, au niveau de l'application en tant que telle, il va falloir vérifier si votre application est débloquée ou est autorisée. Donc, ce n'est pas très compliqué et vous allez en fait avoir trois situations. La première, donc on va partir du principe que là, on ne regarde pas Adobe, mais on regarde votre application, d'accord ? Quand vous allez dans le portail entreprise et que vous cherchez votre application à travers la petite barre de recherche, vous tapez son nom, vous allez la trouver et vous vérifiez son statut. Donc le statut va être globalement bloqué de manière globale. Donc là, pour le débloquer, il faut exactement faire ce qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire aller dans les paramétrages globaux et autoriser les applications third party, première chose à faire. Si ça a été fait, il se peut que l'application soit en état blocked. Ça, c'est typiquement ce qui va arriver si les applications third party sont autorisées, mais que par ailleurs, on n'a pas autorisé les applications à être automatiquement publiées dans le store et qu'elles doivent être revues avant. Donc, si vous avez publié votre application après que les third party soient autorisées, vous allez typiquement vous retrouver dans cette situation-là, ou peut-être que l'entreprise a volontairement décidé de ne pas autoriser votre application pour une raison X ou Y. Il faut savoir que certaines entreprises vont décider de tout désactiver, donc il faut le savoir. Donc l'état peut être en état blocked, d'accord ? Si vous tombez dans l'un ou l'autre de ces scénarios, c'est pas compliqué, il y a marqué blocked, et en fait, l'application ne pourra pas être publiée dans le store, donc vous pourrez la chercher, elle ne sera pas disponible, d'accord ? Donc pour pouvoir la rendre accessible, il va falloir qu'elle soit en état allowed pour qu'elle puisse être publiée dans le store. Donc c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer ça très rapidement, comme ça vous permettra d'avoir les idées en tête avec des images. Donc je suis sur le portail Teams, je suis dans Manage App, org-wide Settings, j'ai activé les third party. Et ensuite, si je prends une application, je vais la prendre complètement au hasard. Celle-ci, on voit qu'elle est à l'état blocked. Je clique dessus et j'ai uniquement besoin de la mettre à l'état autorisé. C'est tout. D'accord ? Donc c'est pas grand-chose, mais c'est une étape indispensable à faire, sinon elle ne sera pas publiée. Ok.
Ensuite, il y a une deuxième étape. Donc là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a en fait fait en sorte que l'application qu'on puisse la découvrir dans le portail entreprise. Maintenant, ce que l'on a, c'est qu'on a une deuxième couche d'administration et de gouvernance dans le portail Teams, qui est la gestion des applications à travers ce que l'on appelle des politiques d'application. On appelle ça en anglais des app policies. D'accord? Donc, on a deux types d'applications pour gérer les applications dans Teams. Donc, on va avoir la partie Application Permission Policies et la partie App Setup Policies. D'accord? Alors, pour faire très très simple, la différence, c'est que la Permission Policy, ça va permettre de dire qui va pouvoir voir cette application dans le store. Donc, la première étape, c'était de se dire j'autorise les applications third party, je publie mon application dans le store. D'accord? Enfin, en fait, elle est publiée, mais elle est accessible par les personnes qui sont dans mon entreprise, donc je la débloque. Et maintenant, je vais pouvoir dire, je peux aller dans un niveau plus fin, qui est de se dire qui dans mon organisation a le droit de voir cette application. Et ça, c'est le Application Permission Policy. D'accord? Ensuite, le Setup Policy, c'est une configuration qui permet d'aller un cran plus loin, qui va aller dans l'étape de configuration de l'application pour l'utilisateur. En l'occurrence, on va dire cette application, pour cette population-là, va être préinstallée ou va être mise en avant. D'accord? Donc, on n'est plus dans une problématique d'accès à l'application qui est disponible en self-service. Je la recherche, je peux la trouver, je peux l'installer moi-même. Le Setup Policy, c'est je veux pouvoir proactivement installer l'application à des utilisateurs donnés. D'accord? Donc ça, c'est très efficace quand on veut promouvoir une application, s'assurer qu'elle est déployée. Et si vous avez des scénarios liés sur de la notification proactive qui nécessite typiquement d'installer un bot, et le bot va pouvoir pousser de l'information à des utilisateurs, le prérequis de fonctionnement de ce scénario-là, c'est que l'application soit installée. Donc vous allez, pour faire ça, passer par une setup policy. D'accord? Donc la setup n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée dans certains scénarios. La permission policy est obligatoire, puisque même si une application est publiée dans le store et accessible, en fait, il se peut qu'il y ait une politique qui dise tel utilisateur n'a pas le droit d'accéder à cette application. D'accord? Donc la permission policy doit être aussi vérifiée. Il y a d'autres paramétrages, mais je les ai mis entre parenthèses, c'est pas la peine d'aller dans le détail. D'accord? Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail à ce niveau-là, parce que je pense que c'est très important et c'est aussi quelque chose à laquelle vous risquez d'être confronté. En tout cas, c'est bien que vous ayez la compréhension de ce mécanisme. Donc, Permission Policy, c'est qui peut voir mon application dans le store et donc qui peut l'installer pour soi-même. Le Setup Policy, c'est à qui je vais l'installer de manière proactive en tant qu'administrateur des applications pour Teams. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, un utilisateur donné, donc je suis utilisateur de l'entreprise, je fais partie de l'équipe HR, je fais partie d'une équipe de développement, je suis en tant qu'employé d'une entreprise, j'ai une fonction et j'ai un rôle particulier. Donc je vais tomber dans différents groupes dans mon organisation, mais je reste quelque part quelqu'un d'unique. D'accord? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les applications permission policy ou setup policy, peu importe la manière dont elles sont affectées, au bout du compte, il y a une seule et unique politique qui va pouvoir s'appliquer à moi à un instant T. D'accord? Donc je ne peux pas appartenir à différentes politiques en simultané. Aujourd'hui, ce n'est pas possible et ce n'est pas le cas. D'accord? Donc la conséquence de ça, c'est que les entreprises ont tendance à segmenter les populations et à dire j'ai des équipes basées en France, j'ai les équipes HR, j'ai les équipes qui travaillent sur tel projet, j'ai les personnes qui sont des guests, donc qui sont externes à mon organisation, etc., etc., etc. Donc, une entreprise est faite par groupe de personnes en fonction de fonctions, et la manière dont on gère ça, c'est par des security groups ou des groupes Office 365. D'accord? Et donc, ce que veulent faire les clients et ce que les clients aujourd'hui nous demandent en termes d'évolution du produit, c'est de pouvoir avoir cette flexibilité dans le déploiement des applications, que ce soit la partie permission ou la partie setup, de pouvoir dire je veux que cette règle s'applique à ce groupe d'utilisateurs et je veux que d'une manière un petit peu magique, le système comprenne quelle est la bonne politique qui va s'appliquer au bon groupe d'utilisateurs. La réalité aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. On va appliquer une seule et unique politique et cette politique va définir les applications auxquelles j'ai accès et les applications qui vont m'être poussées. D'accord? Il n'y a pas de magique par rapport à ça et on ne va pas pouvoir déterminer de manière un peu magique quelles sont les applications auxquelles je peux accéder. D'accord?
Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous avez une application qui doit être distribuée à travers tous les gens de l'organisation, tous les employés, ou donc, si ça veut déployer à tous les utilisateurs de l'organisation, mais qu'il y a eu une segmentation qui a été faite par l'organisation, d'accord, il va falloir que votre application soit rendue accessible pour ces différents groupes, d'accord. Donc, imaginons que votre application doit être déployée à tout le monde et qu'il y a une politique qui s'applique à l'ensemble des collaborateurs et que c'est une politique globale. Votre application doit se trouver dans les applications autorisées dans la politique globale. Si maintenant j'ai des utilisateurs qui ont des politiques spécifiques, par exemple les utilisateurs du RH, les utilisateurs de la zone Allemagne ou France, et il faudra aussi que votre application soit déclarée dans cette politique-là. D'accord? Donc ça, c'est très important puisque vu qu'un utilisateur ne peut pas à la fois être dans une politique globale et spécifique, le seul moyen de donner accès à votre application à tout le monde, c'est de la rendre disponible à tous ces groupes de population. La population globale et la population spécifique, typiquement l'Allemagne. Je parle de ça parce que la data residency est importante et les frontières géographiques, des fois, peuvent poser des problématiques ou des contraintes de segmentation. C'est pour ça que je prends cet exemple de manière assez fréquente. D'accord? Pour les setup policies, c'est exactement la même chose. La mécanique est un petit peu différente puisque là, on va pouvoir affecter des politiques à des groupes d'utilisateurs et pas uniquement à des individus. Et donc, il va y avoir un système de prédominance et de priorisation des politiques. Donc, si en tant qu'utilisateur, j'appartiens au groupe global et équipe de développement et basé en Allemagne et sur la fonction HR, en fait, le système va prioriser ces politiques en disant, et en fait, c'est l'utilisateur les administrateurs IT qui déterminent cette priorité pour savoir quelle est la politique que l'on applique au final. Donc, si en tant qu'utilisateur, j'appartiens à 4 groupes, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction des priorités qui sont données à ces différents groupes, je vais avoir la politique assignée au groupe de plus haute priorité. D'accord? Donc, de la même manière pour votre application, si vous voulez la déployer à tous les utilisateurs de l'entreprise, d'accord, il ne faudra pas oublier que l'application doit devoir être configurée dans l'ensemble des groupes, donc dans l'ensemble des politiques de déploiement de l'application. Sinon, si vous le déployez dans Global en pensant que vous allez pouvoir adresser tous les employés puisque c'est dans la politique globale, ça ne fonctionnera pas puisque, par exemple, moi, je vais être associé à la politique appartenant au groupe HR et pas à la politique globale et donc je ne verrai pas votre application. D'accord? Donc, le point à retenir, c'est pas compliqué, c'est que là, je vous donne la mécanique pour que vous ayez la compréhension du sujet, mais globalement, il faut que votre application soit déclarée dans l'ensemble des groupes que la société a définis. Là, c'est pour vous donner une idée de à quoi ressemble la configuration du côté Portail Team sur ces sujets-là. Donc, les Application Permission Policy et les Application Setup Policy. En fait, il y a différents items. Ce qui va vous intéresser, c'est que donc il y a un nom à la politique, d'accord. Dans la politique de permission, on va définir quelles sont les applications first party, donc de Microsoft, les third party et les custom apps. Donc ça, c'est celles que l'entreprise va déployer elle-même ou développer elle-même. Ça, ce sont celles que Microsoft va fournir et ça, ce sont celles que vous allez fournir en tant que fournisseur de solutions dans la marketplace Teams. D'accord? Donc, c'est cette section-là qui va vous intéresser. Et en fait, les clients ont une flexibilité, donc ils ont 2 options globalement pour pouvoir définir les règles. C'est soit se dire, je bloque tout par défaut et j'autorise certaines applications, ou au contraire, j'autorise toutes ces applications, mais j'en bloque certaines uniquement. D'accord? Donc, il y a les 2 options. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que peu importe la manière dont la règle est construite, il faut que votre application apparaisse dedans, donc ça dépend de la règle, mais si c'est j'autorise tous, sauf, il ne faut pas que votre application soit dedans. Si c'est j'autorise rien, sauf quelques-unes, il faut que votre application fasse partie des applications autorisées. D'accord? Donc ça, c'est à garder à tête. Et encore une fois, là, c'est la politique globale, mais s'il y a 5 politiques différentes et qu'il faut faire la modification dans 5 politiques pour adresser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, il faudra que votre application soit référencée dans l'ensemble de ces politiques. D'accord? Ça, c'est pour la partie permission. Pour la partie setup, donc qui est la mise en avant de l'application, on va avoir la règle est un peu différente, mais on va avoir un hommage. Et après, ce qui va nous intéresser, ce sont les applications que on va préinstaller ou les applications que l'on va mettre en avant. La notion de pinned, c'est globalement, si vous êtes familier avec Teams, je vais vous montrer ça très rapidement.
Et si on est sur Teams, ce sont l'ensemble des applications qui sont affichées sur la barre gauche de l'écran, qui est un espace que l'utilisateur va pouvoir personnaliser, mais que les administrateurs de la plateforme Teams vont pouvoir aussi personnaliser en décidant quelles sont les applications à mettre en avant. Donc la notion de pinned, mise en avant, c'est la configuration de toutes les applications qui sont sur la partie gauche. D'accord? Donc c'est ça que je veux configurer en mettant en avant les applications dans Pin. C'est pas indispensable pour vous, c'est quelque chose qui se négocie et ça permet de mettre en avant votre application et de la rendre plus facilement découvrable. Donc si je fais une petite récap, comment régler la problématique de je veux utiliser, mon client souhaite utiliser mon application Dentis mais ne la voit pas. Quelles sont la checklist et les points à vérifier? Il y en a 3. 2 indispensables. La première, c'est est-ce que les applications third party ont été autorisées d'un point de vue global? Et je vérifie que mon application a bien été autorisée et débloquée. Ensuite, je vais m'assurer que mon application fait bien partie des applications autorisées via les App Permission Policy. Troisième point qui est optionnel, qui est la mise en avant, qui permet de préinstaller mon application ou de la mettre en avant sur la barre de gauche. D'accord? Ça, c'est pour donner le contexte pour activer l'application. Ensuite, on va avoir des questions anticipées. Et honnêtement, ces questions, on les a tout le temps. Faut pas en avoir peur. On a les réponses, donc il n'y a pas de problématique. Et c'est normal que les personnes posent ces questions-là. D'accord? Et ce sont des questions qui viennent nécessairement de l'IT ou des personnes techniques, puisque les personnes du métier n'ont pas ces préoccupations-là. Ce qu'elles vont voir, c'est votre cas d'usage, c'est comprendre le besoin métier, comment vous y répondez. Par contre, au moment de l'implémentation et du déploiement, les équipes d'IT, elles ont la responsabilité, la sécurité des données, des personnes, des accès, donc elles vont forcément challenger ces éléments-là. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que les gens d'IT ne vont pas connaître la solution métier et elles n'ont pas a priori besoin de la connaître, si ce n'est de s'assurer qu'elle est conforme à des exigences définies par la réglementation ou par la société elle-même. Donc, une des premières thématiques, c'est tout ce qui est autour de l'hébergement des données et de la conformité. Donc, les questions qu'on a, c'est où est-ce que mes données sont hébergées? L'application est-elle conforme au RGPD ou à une autre réglementation, une autre norme? D'accord? C'est typiquement les questions qu'on va avoir. Il y en a d'autres, hein, il y a toute une déclinaison autour de ça, mais tout ce qui est autour de sécurité, compliance, data residency. D'accord? Donc, le premier point, il faut que je remette toujours en avant dans la tête des clients, puisque c'est souvent un problème de perception et de compréhension, c'est sur la partie technique. C'est que les clients, quand on dit c'est une application qui est dans Teams, ils imaginent que l'application est hébergée sur la plateforme Microsoft, sur Office 365. D'accord? Donc, quand on parle de data residency, de localisation, de gestion de la donnée, finalement, ils associent la responsabilité de Microsoft par rapport à l'hébergement de cette application-là. D'accord? Donc, la première chose que je fais toujours, c'est de leur rappeler comment ces applications fonctionnent et donc de séparer quelle est la responsabilité de Microsoft et quelle est la responsabilité du fournisseur du service et de l'application. D'accord? Donc, il y a 2 grandes boîtes. Il y a Office 365 qui va héberger les services Office et en l'occurrence Microsoft Teams. Et après, il y a le service et donc l'application qu'ils vont consommer dans Teams, qui est une solution qui est hébergée par l'éditeur tiers. Certains d'entre vous sont hébergés sur des plateformes qui n'ont rien à voir avec Office, qui n'ont même rien à voir avec l'écosystème Microsoft. D'accord? Vous pouvez être hébergé n'importe où, ça n'a aucune incidence sur le fait que l'application soit consommable dans Teams. D'accord? Le seul lien qui existe entre nous, ce sont des requêtes HTTPS qui permettent à Teams de contacter votre application comme le ferait un navigateur web. Donc, je prends souvent cette image-là, c'est de dire, si aujourd'hui vous êtes consommateur de l'application GitHub, vous le faites à travers un navigateur web, et bien demain, vous le ferez dans Teams et Teams jouera le rôle d'un navigateur web. Et il fera ça avec du HTTPS. Donc, si vous avez une question sur la gouvernance des données, la localisation des données, Microsoft va vous donner une réponse par rapport à Teams. Par contre, c'est à l'éditeur de vous donner la réponse sur la partie qui concerne son service. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les questions qui sont liées à Microsoft, nous, on fournit un certain nombre de réponses. Et puis, il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement pour répondre à ces éléments-là. Mais les grandes thématiques et les liens vers lesquels on renvoie très systématiquement, ce sont nos offres de compliance. Donc, quelles sont les normes et les certifications que l'on fournit sur Office et sur Teams. On explique où se trouvent les données. Donc, si un client a déployé Teams sur la région Europe, quel est le data center, quelle est l'adresse de data center, comment on garantit le fait que les données ne sortent pas de la zone européenne ou de la zone française. Donc, ça, ce sont les thématiques qu'on aborde.
Et après, pour le data management, la question c'est comment s'assurer de qui accède à mon information, peut-on auditer, peut-on revenir en arrière, comment on opère tout ça, etc. etc. D'accord? Donc, sur la partie Office, en fait, la réponse, on l'a. Et puis, si un client, en fait, utilise Office, c'est qu'ils ont déjà fait cette évaluation. Donc, en fait, le problème, souvent, n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est de trouver et d'amener le même niveau de réponse sur la partie éditeur. Et nous, ce que l'on va faire avec nos équipes, c'est que, en fait, on va dire aux clients de rentrer en contact avec vous. Et on va être en relation avec vous pour essayer de faire un peu la synthèse de tout ça. Mais ma recommandation, c'est de vous préparer à la réponse à ces questions, puisqu'elles reviennent très, très fréquemment. Et on ne peut pas y répondre à votre place. D'accord? C'est normal. Donc, il faut juste anticiper ces éléments-là et les préparer. Vous pouvez vous appuyer sur ce que nous, on donne comme réponse pour pouvoir voir un petit peu, parce que si on donne une réponse et qu'on est habitué aux questions qui provoquent ces réponses-là, donc ça vous donne une bonne idée des éléments auxquels vous pouvez vous préparer à répondre. Un autre moyen de le faire, et quelque chose que je vous recommande aussi, c'est d'aller voir le programme de compliance sur les applications Office 365. Alors ça, je pense que pour ceux qui ont pu discuter avec Benjamin ou d'autres personnes des équipes partenaires chez Microsoft, vous avez dû en entendre parler et c'est quelque chose qu'on vous recommande de faire. Moi, je m'occupe plutôt des clients et je peux vous confirmer que c'est extrêmement important pour les clients d'avoir cette information-là, c'est-à-dire de voir qu'un éditeur a été certifié. En tout cas, amène un niveau d'attestation et de garantie qui lui permet de lui-même, les équipes IT ne peuvent pas faire toutes les vérifications. Donc, elles ont besoin aussi de preuves, d'attestation et de validation de ce qui a été mis en place. Et donc, elles vont s'appuyer sur les mécanismes en place. Donc, le programme, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai aller le voir, mais je vous encourage vraiment à le faire, puisqu'en fait, pour un client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une application donnée, dans la section Security et Compliance, il va avoir accès à des niveaux d'information qui sont, là en l'occurrence, c'est un niveau qui est le plus avancé, qui est le Microsoft Certified, donc c'est le niveau le plus avancé, mais avec le Microsoft Certified, en fait, il y a eu non seulement une déclaration de l'éditeur, mais aussi une vérification de Microsoft de conformité à ces éléments-là. D'accord? Et ça va couvrir des sujets autour de la sécurité, donc avec la data security, le RGPD, et puis tout un tas d'autres types de compliance par industrie ou sur la protection des données. D'accord? Donc, le niveau 1, c'est le Publisher Verification. Ça, franchement, il est indispensable. Il faut l'avoir. C'est ce qui permet de pouvoir valider que, là, en l'occurrence, l'éditeur Contoso est un éditeur qui a été vérifié. Donc ça, c'est un must-have, puisque si on ne sait pas que l'éditeur est vérifié, en fait, on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc c'est une problématique d'identité avec qui je suis en train de faire une transaction, et donc à qui je suis en train de donner des droits et des permissions sur l'accès à mes données d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Et après, il y a deux niveaux de certification, qui est l'attestation, qui est en tant qu'éditeur, je déclare telle et telle chose et voici les éléments que je déclare, et la certification, qui est une vérification par Microsoft de ces éléments attestés. D'accord? Donc à la fois, c'est comment vous y préparer et puis comment améliorer, faciliter le cycle de décision pour les clients et donc le fait qu'elle soit déployée. Ensuite, il y a d'autres questions qui sont autour des droits des permissions. Donc, il y a un petit peu des mythes qui sont posés sur Teams. Par exemple, les clients vont avoir peur qu'une application utilisée dans Teams accède à toutes les informations de ses profils utilisateurs, enfin de toutes les données de ses employés, ou qu'une application, une fois installée dans Teams, va pouvoir accéder à n'importe quelle information confidentielle. Donc, ça, c'est bien entendu complètement faux. Et vous le savez bien en tant que fournisseur de la solution, je pense que le meilleur moyen de répondre à ces objections et à ces craintes, c'est d'être complètement transparent et clair sur ce que votre application fait. Donc nous, la manière dont on accompagne les clients vis-à-vis de ça, c'est de leur dire que dans la déclaration de l'application, il y a une section qui s'appelle permission. Les permissions, on peut les revoir, et donc on va pouvoir voir directement l'ensemble des permissions que l'application demande pour pouvoir fonctionner. Donc, extrêmement standard, c'est de pouvoir utiliser le nom, prénom, email de l'utilisateur. Mais en fonction du cas d'usage, vous allez pouvoir demander d'autres éléments, accès à un calendrier, accès aux messages de chat, accès à tout un tas de choses qui se trouvent sur la plateforme Graph Microsoft 365. Donc, la réalité des choses, c'est que on n'accède pas à tout et n'importe quoi. L'application accède uniquement ce à quoi elle a le droit. Pardon. Je crois que je vais avoir besoin d'un verre d'eau. Excusez-moi. Et donc, sur la partie
recommandations. Donc, la première chose, je pense, c'est de démystifier cette problématique-là, de pouvoir être rassurant vis-à-vis des clients et dire voilà ce à quoi on accède, voilà pourquoi on a besoin d'accéder à ces permissions, voici les fonctionnalités associées à ces permissions, et d'utiliser, et je pense qu'il est très important en termes de recommandations de suivre 3 points. Le premier, c'est éviter tous les droits qui soient de type applicatif. Utiliser autant que possible les droits en délégation plutôt qu'applicatifs. Les droits applicatifs sont souvent problématiques pour être accordés, donc il faut les éviter. Il faut avoir le bon scénario de justification pour pouvoir le faire. Le deuxième point, c'est d'être en liste privilège, c'est-à-dire ne demandez pas des droits trop larges, demandez uniquement ce dont vous avez besoin pour votre cas d'usage. Troisième point, soyez prêt à justifier pourquoi vous avez besoin de ces droits-là. Donc ça, c'est vraiment justifier pourquoi celui-là et pas un autre. Et anticiper la question qui se dire, ah oui, mais si je ne vous l'accorde pas, est-ce que l'application continue à fonctionner? Et finalement, quel serait le mode dégradé de fonctionnement de votre application si le droit n'était pas donné? D'accord? Dernier set de questions et d'objections qu'on voit communément chez les clients sur ces thématiques-là. En fait, c'est plus des questions sur comment vont être déployées les applications. D'accord? Donc, comment targeter uniquement, donc cibler uniquement certains types d'utilisateurs de mon organisation plutôt que de le déployer à tout le monde. Il y a une peur aussi sur le paramétrage, sur le fait que quand on pousse une application à des gens, en fait, il y a des gens qui se plaignent d'avoir eu des choses qui évoluent sans être prévenus ou qui cassent, qu'ils ont personnalisé pour eux-mêmes. Ça, c'est un autre des problématiques que l'on voit. Et puis après, il y a une autre problématique autour des utilisateurs qui sont guests ou des utilisateurs externes. C'est-à-dire que les clients parfois disent « Oui, mais d'accord, mais moi, je veux bien pour mes employés. Mais qu'en est-il des invités ?» Donc, des gens externes à mon organisation. Donc, sur la partie... donc ça, ce sont des règles que l'on fournit. Je pourrais vous laisser aller regarder plus en détail, mais finalement, on donne des recommandations sur comment configurer ces règles pour s'assurer que votre application soit déployée aux bonnes personnes. Donc, ce que l'on essaye de faire généralement, il y a d'autres stratégies, mais en fait, on essaye de donner des choses de manière un petit peu proactive et guidée pour ne pas laisser le choix aux clients, et c'est un peu des bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'est de se dire que l'application par défaut qui va s'appliquer à tout le monde, qu'on appelle la org-wide ou la global policy, en fait, il faut vraiment s'assurer que ce sont des applications auxquelles tout le monde dans l'entreprise peut accéder, ou doit pouvoir accéder. D'accord? Donc, c'est rien qui pose des problématiques de compliance, c'est rien qui ne peut générer du shadow IT. C'est vraiment des choses dans lesquelles tout le monde a déjà accès, qui sont bien connues et qui vont être vraiment déployées à tout le monde. Ensuite, on va avoir des politiques pour des utilisateurs spécifiques. Typiquement, je suis utilisateur HR ou je suis utilisateur dans une équipe DevOps, mais en fait, je ne vais pas avoir les mêmes besoins. Donc là, en fait, on va reprendre la politique globale et on va la surcharger avec des applications spécifiques. D'accord? Un troisième cas d'usage qui est très courant, c'est votre application m'intéresse. Par contre, j'aimerais pouvoir la tester. C'est-à-dire, je ne veux pas la déployer à tout le monde. C'est comment je fais pour la tester uniquement pour un certain nombre d'utilisateurs. Comment je fais pour l'envoyer à 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Pour faire ça, en fait, on va pouvoir mettre en place des politiques spécifiques qui vont cibler uniquement certains utilisateurs dans l'organisation. D'accord. Donc ça donne un peu la granularité et ce qu'on peut faire avec les politiques. Et donc, c'est ça qu'on recommande, c'est vraiment et donc, ce qui est important, c'est que si votre application doit cibler tout le monde, c'est qu'elle soit bien dans l'ensemble de ces politiques. À la fin, il faut vraiment qu'elle puisse targeter tout le monde. Pour la partie setup, alors c'est moins critique la partie setup, par contre c'est pareil, la stratégie est exactement la même. C'est qu'on va avoir une politique globale et des politiques qu'on va mettre pour certains types d'utilisateurs en interne. La seule chose que je voulais un petit peu préciser avec vous, et qui peut être intéressant et qui est une bonne discussion avec les clients, c'est que souvent les clients ont peur que lorsqu'on met en avant une application, c'est que ça casse toute la personnalisation des utilisateurs. Alors ce qu'on appelle personnalisation des utilisateurs, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les applications qui sont sur la barre gauche. Donc là, ici, on peut mettre 11 applications en avant. Et en fait, la manière dont le système fonctionne, c'est que les applications qui apparaissent au début vont provenir de la configuration qui a été faite par l'administrateur Teams. Donc là, on voit qu'il y a à peu près 6 applications vont se retrouver là. Et tout ce qui vient par la suite, en fait, va être personnalisé par l'utilisateur. Et au total, il y en a 11 au maximum. Donc, si vous remplissez toute la barre avec 11 applications, il n'y en aura plus pour la customisation ou la personnalisation de l'utilisateur. D'accord ? Donc,
Si on veut éviter, en effet, si une entreprise est embêtée en disant bah oui, mais si je mets votre application en position 8, bah, ça va casser toute la personnalisation de mes utilisateurs et donc je vais avoir des tickets de support et des gens qui se plaignent. En fait, vous pouvez vous affranchir de ça et utiliser dans la politique la section qui est installation des applications. Donc, je ne vais pas la mettre en avant, je vais uniquement la préinstaller. Ce paramétrage sera complètement transparent, donc l'application sera préinstallée, mais elle ne va absolument pas perturber la customisation de l'utilisateur. Encore une fois, très intéressant pour mettre en avant ou activer des applications qui nécessitent de la notification proactive. Il y a d'autres cas d'usage, hein. La police, c'est une application qui n'a rien à voir, mais en tout cas, ça permet de l'installer et de ne pas avoir à aller chercher dans le store pour pouvoir l'installer. Elle sera directement accessible et donc utilisable tout de suite. OK. J'en termine avec les guests. Globalement, une petite synthèse sur les guests. Donc, ce sont encore une fois les utilisateurs qui peuvent collaborer avec les gens de mon entreprise, mais qui ne font pas partie de mon entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir sur Teams, c'est que par défaut, un guest ou un utilisateur externe ne peut pas installer une application. C'est-à-dire qu'il ne peut pas installer une application, que ce soit dans un meeting, dans un canal, dans un groupe de discussion. Par contre, les guests et les utilisateurs externes peuvent utiliser l'application installée. D'accord? Donc, il n'y a rien qui les empêche en tant que guest de pouvoir échanger avec un bot ou consulter une application si elle a été installée par quelqu'un de l'organisation. D'accord? Le seul moyen, s'il y a vraiment une demande forte là-dessus, de dire je ne veux pas que les guests utilisent l'application, d'accord? En fait, il n'y a que l'application qui va pouvoir gérer ça. C'est-à-dire que l'application peut, à travers l'authentification dans Teams, déterminer que l'utilisateur qui vient se connecter est un guest de l'organisation d'accueil et donc de refuser l'accès pour les guests. Mais d'un point de vue purement de plateforme Teams, on ne peut pas utiliser le fait d'utiliser un service, hein. Ça serait comme dire on ne peut pas utiliser le site web si je n'appartiens pas à l'organisation. En fait, on ne sait pas le faire. À partir du moment où l'application a été installée par quelqu'un, responsabilité à cet employé de s'assurer de l'audience et donc d'avoir invité des guests ou non. Et donc, en fait, on donne accès à tout le monde. D'accord? Donc, il faut bien garder ça en tête. Un guest ne peut pas installer une application, mais ils peuvent interagir avec cette application. Et donc, s'il faut gérer ça, c'est bien votre application qui devra gérer le type de profil. Est-ce que c'est un guest? Est-ce que c'est un utilisateur fédéré? Est-ce que c'est quelqu'un d'entreprise? Vous avez toutes les informations autour des tenantes, donc vous pouvez tout à fait déterminer qui est la personne qui vient se connecter. Donc en récapitulatif, en termes de conseils, je pense que la première chose qui est importante à faire, sans y passer des heures carrées, c'est prenez le temps d'aller vous inscrire d'ouvrir une souscription de développeur sur Office 365. J'imagine que vous l'avez tous, puisque vous êtes en train de développer des applications pour Microsoft Teams, donc je pense que vous l'avez tous. Maintenant, allez voir sur admin.teams dans Microsoft.com et familiarisez-vous un petit peu avec ces règles, ces politiques, ces gestions d'applications. Ça vous donnera plus de confiance sur la manière de pouvoir avoir cette discussion-là. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour des experts, ça vous permet de comprendre un petit peu le sujet. Le deuxième point, c'est soyez préparés sur ces questions, puisqu'en fait, si vous y allez en direct, soyez préparés à pouvoir y répondre, puisque nous sommes nous-mêmes confrontés à ces mêmes questions. C'est plus facile pour nous, puisque nous sommes Microsoft, mais vous avez vu que c'est une question de collaboration. La réponse doit être apportée par les deux parties, et donc, il faut que vous soyez préparés à pouvoir y répondre. Et donc, ça m'amène au troisième point, qui est que finalement, vous n'allez pas avoir toutes les réponses vous-même, de même que nous n'avons pas toutes les mêmes réponses, donc il faut qu'on puisse collaborer ensemble pour pouvoir amener le niveau de confiance et pouvoir activer ce scénario et lever tous les bloqueurs.